En France, nous avons notre 14 juillet, symbole de liberté et fin de l'absolutisme. Mais saviez-vous que les Anglais ont connu une révolution similaire près d'un siècle avant nous ? Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre 1688. Ce jour-là, le roi Jacques II fuit l'Angleterre, scellant le triomphe de la glorieuse Révolution. Retour en arrière, au XVIIe siècle, l'Angleterre traverse une des crises majeures de son histoire. Pendant la guerre civile, Charles Ier, père de Jacques II, est exécuté en 1649. Ensuite, Cromwell prend le pouvoir, mais son règne ne calme pas le pays. En 1660, la monarchie revient. Cependant, le Parlement reste fort. Les tensions religieuses entre catholiques et protestants demeurent. Jacques II accède au trône en 1685, catholique qui favorise ouvertement sa religion dans une Angleterre protestante. La naissance de son fils héritier catholique en 1688 inquiète encore plus ses sujets. Résultat, Guillaume d'Orange, un prince protestant des Pays-Bas, reçoit une invitation inattendue. Des parlementaires anglais le pressent d'envahir le pays. Cette requête audacieuse marque un tournant dans l'histoire britannique. Guillaume débarque en novembre 1688. En quelques semaines, l'armée et même la famille de Jacques le lâchent. Isolé, Jacques tente de s'enfuir. Capturé une première fois, il réussit finalement à s'échapper le 23 décembre et trouve refuge en France auprès de Louis XIV. Guillaume et Marie accèdent au trône. Cependant, ils doivent d'abord accepter la Déclaration des droits en 1689. Elle limite les pouvoirs du roi, ainsi la monarchie absolue cède la place à une monarchie constitutionnelle. Cette nouvelle forme de gouvernement inspire les révolutions américaines et françaises. Le 24 décembre 1814, un traité met fin à une guerre, la guerre anglo-américaine de 1812. Pourtant, ce traité, signé à Gand, dans une petite ville de Belgique, ne sera pas seulement la fin d'un conflit. Il symbolise la montée d'une nouvelle puissance mondiale. La guerre de 1812 éclate entre les États-Unis et le Royaume-Uni qui est déjà occupé par les guerres napoléoniennes. Les tensions économiques et maritimes en sont la cause. Les Britanniques imposent un blocus, saisissant des navires américains et forçant les marins à rejoindre la Royal Navy. Cependant, le conflit va au-delà des disputes maritimes. Il s'agit aussi de contrôler l'Amérique du Nord. Les Américains veulent annexer le Canada. De leur côté, les Britanniques soutiennent les tribus autochtones contre cette expansion. Après 2 ans de bataille acharnée, aucun des deux partis ne parvient à obtenir un avantage décisif. Les négociations s'ouvrent alors en août 1814 à Gand, dans une ville neutre. Pendant plusieurs mois, les délégations tentent de parvenir à un compromis. Les discussions sont tendues, les Britanniques veulent une frontière neutre avec les autochtones. Les Américains veulent préserver leur souveraineté. Et c'est le 24 décembre qu'un accord fut enfin signé. Le traité à Gand rétablit les frontières comme avant le conflit, sans gain de territoire pour aucun camp. Ce que ce traité ne mentionne pas, c'est l'impact durable de cette guerre. Côté américain, elle est perçue comme une seconde guerre d'indépendance. Les États-Unis émergent plus unis, fiers d'avoir résisté à une grande puissance mondiale de l'époque. C'est aussi l'occasion de bâtir des héros nationaux comme Andrew Jackson, futur président. Il emporte la bataille de la Nouvelle-Orléans, ironiquement, après la signature du traité. Pour les Britanniques, cette guerre est un épisode mineur. Elle est noyée dans la lutte contre Napoléon. Mais elle marque aussi le début d'un retrait progressif de leur influence en Amérique du Nord. Le traité de Gand met fin à une guerre sans vainqueur. Les États-Unis entrent dans la scène mondiale et l'Empire britannique commence à se retirer massivement de l'Amérique du Nord. Le 26 décembre 1792, un roi déchu se retrouve devant la justice de son peuple. Louis XVI, autrefois sacré comme roi de droit divin, est jugé non plus comme un souverain, mais comme un citoyen ordinaire, accusé de trahison contre la Révolution. Le procès de Louis XVI est bien plus qu'un simple événement judiciaire, c'est un symbole. Les accusations portées contre lui sont lourdes: trahison, collusion avec l'ennemi et mépris flagrant pour la Révolution. Parmi les preuves clés se trouve l'armoire de fer, découverte aux Tuileries après sa chute en août 1792. Cette armoire contenait des lettres prouvant que Louis XVI conspirait avec des monarchies européennes. Il demandait leur aide pour rétablir la monarchie absolue, même si cela entraînait la France dans une guerre sanglante.
L'une des accusations les plus marquantes contre Louis XVI est liée à sa fuite manquée à Varennes en juin 1791. Il ne s'agissait pas simplement de fuir, mais d'un plan délibéré pour rejoindre une armée royaliste et lancer une contre-révolution armée. Pour de nombreux révolutionnaires, cet acte a démontré que Louis XVI ne voyait pas les Français comme des citoyens, mais comme des sujets qu'il était prêt à sacrifier pour conserver son pouvoir. Louis XVI est également tenu comme responsable des violences contre son peuple. En juillet 1791, la fusillade du Champ de Mars avait réprimé dans le sang des manifestants réclamant sa déchéance. Ce massacre, approuvé par la couronne, reste gravé dans les mémoires comme un symbole de brutalité monarchique. Face à ces accusations, Louis XVI reste calme, presque stoïque. Il nie toute intervention de trahir son peuple, déclarant « Je n'ai jamais voulu verser le sang de mes sujets ». Pourtant, ces déclarations peinent à convaincre. Aux yeux des révolutionnaires, il est le symbole d'un ordre ancien et oppressif, un obstacle à l'avènement de la République. Robespierre, fervent défenseur de son exécution, affirme « Juger un roi, c'est renoncer à la Révolution. Ne pas juger Louis, c'est juger la Révolution elle-même. » Le procès prend ainsi une dimension historique. Il ne s'agit pas seulement de Louis XVI, mais de la lutte entre deux systèmes irréconciliables. Le 26 décembre est le premier acte d'un drame qui s'achèvera un mois plus tard sur l'échafaud. Ce jour-là, Louis XVI n'est plus un roi, mais un homme seul face à une nation qui veut obtenir sa vengeance. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Petit changement de format, on a balayé plusieurs dates de la semaine de façon un peu plus succincte que d'habitude. Si vous avez apprécié ce nouveau format, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, nous, on se retrouve très vite dans le futur pour parler du passé. Allez, à très vite. Ciao!